Welcome. Thank you for joining us again for this third session. We really appreciate it. As before, we have simultaneous interpretation in English, French, and Portuguese. So please go to the globe at the bottom of your screen and select which language you prefer. Maybe we can just do a little bit of housekeeping to get us started. Maya, if you wouldn't mind going to the next slide. Just as a few quick reminders, of course, we've all done this before, but please mute your microphone when you're not speaking. If it's at all possible to keep your camera on, that's always great. Of course, we understand if your connection doesn't allow that. This session is being recorded, and as with the last two times, we will make sure to share both the recordings and the slides in all three languages. And if you could use the rename option to make sure your name is written so we can see who you are, that's always helpful. So thank you again, everyone, for joining us for this third session. We really appreciate you coming with us and engaging in these discussions. We'd like to start the day before diving into today's content, hearing from you. What are your reflections from last week? What questions weren't answered that you want to make sure we talk about today? Maybe what have you been thinking about since then? What really struck you or stood out to you? We'd like to open the floor to first hear from you. So please feel free to write in the chat, but also to raise your hand or to just come off mute and let us know what you're thinking. Does anyone want to get us started? Any thoughts or reflections or questions from last week or the first 2 weeks? No one? Anything that surprised you about what we talked about or seemed unusual? If you remember last week, we talked about innovative financing and partnerships in particular. All right, well, maybe I'll give it one more minute, but if no one has any thoughts at this point, we can certainly get started, but sort of last chance. Anyone else want to join in? We'd love to hear your thoughts and reflections. All right, well, in that case, if questions come up or reflections come up as we get started, please put them in the chat, raise your hand. So maybe turning to today's agenda. So today we're focused on the topic of data and evidence for scaling. We know that scaling is an iterative process that requires ongoing adaptation and learning, and this includes modifications and simplifications to the initiative we're scaling, as well as to the scaling approach and strategy. Of course, this isn't a new idea, but we know that too often adaptations being tested aren't systematically planned for or well documented, and so the learning can be lost. Often also, scaling processes don't build in enough time to pause, reflect, and make correction based on changes in the broader environment and data being collected. So we know that it's critically important to make scaling decisions based on robust data and evidence, based on ongoing learning and adaptation. But this is, of course, a lot easier said than done. Building capacity for evidence-based decision-making, adaptation, and data-driven iteration remains challenging, especially when we confront realities of hierarchies, power dynamics, and limited resources. And there are gaps in our understanding of how we effectively strengthen this capacity and align incentives.
But we do know that evidence-based decision-making, timely data, and continuous learning are essential elements of institutionalization. And so we will be exploring these topics in greater depth today. So we're going to open by returning once more to our case study of PEC in Côte d'Ivoire. We'll hear from Corinne Kouakou, the head of policy and right fit evidence at Innovations for Poverty Action in Francophone West Africa. And she will share their examples and experiences from the case of Côte d'Ivoire. Then we will have opportunities, of course, for questions from all of you. And then we will finish the session with a plenary discussion where everyone will have the chance to share their reflections, their questions, and examples of scaling through institutionalization from your own experiences. We'd really like the chance to hear from you and to learn from you. And then we'll close the session thinking about next steps. So with that, I would like to turn it over to Corinne. Merci beaucoup, Molly. J'espère que vous m'entendez tous bien. Très bien. Merci beaucoup à vous et pour l'opportunité qui nous est donnée de nous entretenir sur comment les données peuvent soutenir le processus d'apprentissage lors de la mise à échelle de programmes. Et pour ce faire, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de pouvoir échanger sur 3 points principaux. Donc, le premier, c'est de commencer par présenter un cadre conceptuel qui permet justement de répondre à la question « Quelles données, quelles évidences à mesure de la progression d'une intervention vers sa mise à échelle ?» Donc, planter un peu le cadre conceptuel qui permet cet apprentissage continu. Le deuxième point principal de la présentation sera de partager l'expérience du PEC en Côte d'Ivoire et de comment ce cadre conceptuel a été appliqué pour soutenir l'apprentissage continu lors de la mise à échelle de ce programme. Et puis enfin, je vous propose de terminer par quelques défis que nous avons rencontrés et des idées sur comment les lever, donc des voies d'institutionnalisation qui, j'espère, vont aussi informer les discussions qu'il y aura aujourd'hui. Alors, commençons avant d'introduire notre approche, donc l'approche conceptuelle qu'utilise IPEA pour l'apprentissage continu. Permettez-moi de vous raconter une histoire que vous connaissez déjà certainement, parce qu'on en a parlé beaucoup depuis ces dernières semaines. La plupart des enfants dans le monde ont moins de la moitié de l'éducation qu'ils méritent. Je pense que ça, vous le savez très bien. Et au rythme actuel des progrès réalisés, il faudra plus d'un siècle peut-être pour combler cet écart. Et je voudrais vous raconter 2 histoires sur des approches qui ont été adoptées pour combler justement cette lacune. 2 initiatives qui sont inspirantes, des approches aussi différentes, mais qui montrent aussi comment les données peuvent efficacement accompagner la mise à échelle d'un programme. Donc, les 2 programmes dont je souhaite parler aujourd'hui sont l'initiative OLPC, un ordinateur portable par enfant, et Teaching at the Right Level, dont on parle en fait depuis ces semaines. Alors, en 2005, un professeur de technologie du MIT, donc Nicolas Negroponte, annonçait l'initiative OLPC. Donc, l'idée, c'était de créer un ordinateur portable à $100 l'unité qui pourrait être utilisé par des enfants partout dans les pays en développement et transformer ainsi l'éducation par la même occasion. Donc, Negroponte croyait si fermement en son idée qu'il a déclaré, et je cite, « Ce n'est pas quelque chose que nous devons tester. L'époque des projets pilotes est révolue. » Et beaucoup de personnes, du coup, étaient enthousiastes, y compris 7 ministères de l'éducation dans des pays en développement. Ils étaient enthousiastes au sujet de cette idée et ils ont commandé 1 million d'unités d'ordinateurs chacun.
Donc, 2 ans seulement après son lancement, 600 000 ordinateurs portables de l'initiative OLPC ont été distribués. Et selon Negroponte, le concepteur de cette initiative, les enfants se présentaient davantage à l'école, ils apprenaient davantage et ils s'ouvraient à des possibilités qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. De l'autre côté, on a l'approche TAL, que vous connaissez très bien. Je ne vais pas vous raconter tout l'historique de TAL, on en a longuement parlé, mais juste ressortir quelques éléments clés de l'histoire en fait, de TAL qui met en exergue en fait, comment ils ont utilisé les données. Donc, Pratham, en fait, pour résoudre le même problème qu'adressait OLPC, a commencé d'abord via un travail minutieux pour comprendre pourquoi le niveau scolaire des enfants était si bas. Donc, ils ont commencé par bien comprendre, en fait, le problème. Et ils ont réalisé que les enfants, en vrai, ils n'avaient pas un problème d'assiduité, mais ils avaient plutôt des problèmes d'apprentissage. Et donc, les problèmes d'apprentissage, en effet, Boomerang causait à terme le décrochage scolaire. Donc, leur approche, c'était de s'attaquer au problème d'apprentissage. Donc là, on retient que déjà à la phase idée, il y a eu toute cette réflexion sur bien comprendre le problème. L'ambition de TAL était beaucoup plus, de Pratham était beaucoup plus modeste. Le projet a commencé par un pilote dans une trentaine d'écoles pour déterminer si l'approche était viable. Après ce pilote, bien sûr, comme vous l'avez entendu déjà, après qu'il se soit révélé prometteur, ce pilote, une évaluation rigoureuse, j'insiste sur vraiment les mots, évaluation rigoureuse a été menée sur l'initiative et les résultats ont été impressionnants. Pour un coût de seulement 2,25 $ en moyenne par enfant, les enfants qui bénéficiaient du tutorat, donc du programme mis en place par Pratham, ont rattrapé une grande partie de l'apprentissage. Donc, après ce succès initial, Pratham a continué à travailler pour tester différents modèles ou modalités du programme afin de déterminer comment le faire fonctionner à plus grande échelle. Donc, il s'agissait donc d'un grand nombre de projets pilotes qui ont aussi fait l'objet de plusieurs évaluations rigoureuses via des essais contrôlés randomisés. Et aujourd'hui, TAL touche plus de 6 millions d'enfants sur 3 continents dans le monde. Alors, entre-temps, revenons à OLPC, en 2012, OLPC a mené une évaluation rigoureuse de l'impact de la distribution des ordinateurs portables au Pérou. Et ils ont constaté que les enfants utilisaient les ordinateurs portables assez souvent, certes, et ils sont même devenus assez doués pour utiliser ces ordinateurs, même s'ils avaient tendance à n'utiliser que quelques applications de ces ordinateurs. Mais par contre, leur effort scolaire a diminué et les impacts sur les résultats d'apprentissage étaient si faibles qu'ils ont été estimés comme nuls. Alors, 2 approches pour régler un problème, 2 approches différentes, avec des coûts d'opportunité aussi qui sont importants et intéressants à analyser. D'un côté, on a OLPC qui a eu une approche de mise à échelle précoce avec un apprentissage tardif. Donc, on a mis à échelle et des années après, on est venu évaluer l'impact. De notre côté, on a TAL qui a privilégié une approche d'apprentissage, un apprentissage continu et puis une mise à échelle progressive et un apprentissage continu qui l'a accompagné. Au total, pour à peu près les mêmes sommes investies, l'approche OLPC, à la fin, on se rend compte qu'on n'a aucune amélioration mesurable des résultats d'apprentissage, pendant que de l'autre côté, on a une amélioration significative et très importante de l'apprentissage. D'un autre côté, on a un investissement à l'unité qui est de 100 $ chacun. D'un autre côté, pour TAL, on a environ, on va dire, 3 $ le coût estimé par enfant. Donc, il y a aussi des questions de coût-efficacité qui se posent. J'ai voulu vous présenter cet exemple pour vous dire que TAL, en fait, n'a pas eu de la chance pour que ce programme marche comme il a marché. En fait, le programme a veillé à ce que les choses fonctionnent à chaque étape, avec cette approche vraiment graduelle et une approche d'apprentissage qui a bien accompagné la mise à échelle progressive depuis l'idée jusqu'à la mise à échelle.
Et c'est ce chemin que je vous propose de retenir comme cadre conceptuel pour vous aider quand vous pensez à mettre en place de l'apprentissage en fait continu lors de la mise à échelle du programme. Donc, pour répondre à la question de départ de cette première partie qui est quelles données, quelle évidence à mesure qu'on progresse dans une intervention vers la mise à échelle, je vous propose ce que nous à IPA, et je pense pas mal de personnes appellent le Path to Scale, qui, à chaque étape de la mise en œuvre du programme, va vous proposer des approches d'implémentation, des approches d'apprentissage, adaptées. Donc, je voudrais qu'on s'appesantisse un peu plus sur ce graphique pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne d'une façon conceptuelle. À chaque phase sur ce chemin, ce Path to Scale, correspond des objectifs clés d'apprentissage et aussi des outils d'apprentissage pour répondre à ces objectifs clés. À la phase d'idée, l'objectif principal est de pouvoir bien cerner le problème. Donc, pour pouvoir bien cerner le problème, bien identifier le problème, ainsi que les interventions potentielles qui peuvent y répondre, les outils d'apprentissage que nous pouvons utiliser sont d'abord une revue de littérature. Donc, regardez dans la littérature, notamment, quelles sont les interventions qui nous permettent de pouvoir répondre efficacement aux besoins qu'on a identifiés. Le besoin aussi, pour qu'il puisse être bien cerné, on peut mener en fait des évaluations de besoins également. À cette étape d'idée, on peut être aussi amené à pouvoir en fait commencer à faire un prototype, donc du prototypage et des tests utilisateurs, en vue de prendre en compte aussi le potentiel de mise à échelle de l'idée qu'on a à l'esprit. La deuxième phase, c'est celle vraiment d'affinement de l'idée. Et à cette phase, l'objectif principal, c'est de pouvoir optimiser l'atteinte des résultats de court terme. Donc, on souhaite bien contrôler la mise en œuvre de l'intervention. Et comment y arriver? Comment apprendre pour justement assurer cet objectif? Mais déjà, la plupart du temps, à ce stade, l'intervention a certainement un cadre de suivi-évaluation qui va notamment nous renseigner sur certains résultats de court terme. Donc, on veut s'assurer qu'on est en train d'atteindre les résultats de court terme. Donc, on va les mesurer. Mais on ne va pas seulement s'arrêter là. On va également s'intéresser à la qualité de mise en œuvre en implémentant des évaluations de processus. Par exemple, on peut aussi s'interroger et faire des évaluations précoces des coûts et puis du potentiel de mise à échelle aussi de l'initiative. À ces deux premières phases, une bonne pratique, c'est vraiment de se concentrer sur des boucles d'apprentissage rapides. En vrai, on veut être suffisamment flexible pour pouvoir faire des itérations rapides qui vont nous permettre de pouvoir corriger très vite l'intervention qu'on est en train de vouloir affiner. La troisième phase sur ce Path to Scale, c'est la phase où on est emmené à prouver, donc à mesurer de façon crédible l'impact. Donc l'idée là, à ce niveau, et des outils qu'on peut mobiliser, ce sont des évaluations de l'impact pour mesurer les résultats finaux. Donc en clair, sur notre chaîne de résultats, à ce stade, on va vraiment s'intéresser aux résultats d'impact finaux. Et on va aussi certainement peut-être vouloir mener des analyses coût-efficacité par rapport en fait au coût investi pour les résultats finaux observés. On a une quatrième ensuite, au fur et à mesure qu'on évolue sur ce Path to Scale, on a une phase 4 qui, elle, a pour objectif de vouloir tester si l'intervention est pertinente dans un nouveau contexte. Et quand on est dans cette phase, pour répondre à cette question, est-ce que les interventions qui ont été éprouvées par ailleurs peuvent être adaptées ou pertinentes dans un nouveau contexte? Mais on va aussi mener des collectes de données, des évaluations de processus, des collectes de données qui vont nous renseigner sur des indicateurs pour vérifier les exigences du nouveau contexte, voir comment elles sont en accord avec l'intervention qui est mise en place. Piloter également aussi la version adaptée et évolutive dans ce nouveau contexte,
faire encore ces boucles d'itération pour corriger au fur et à mesure. Et parfois, là, à ce niveau, il peut être encore pertinent de mener une évaluation d'impact rigoureuse pour évaluer les résultats, mesurer l'atteinte des résultats finaux de cette version adaptée, si c'est pertinent et souhaitable. On peut aussi s'interroger, évaluer les questions de coût dans le nouveau modèle. Et enfin, à la phase 5 de mise à échelle, l'objectif principal, c'est véritablement de s'assurer que la mise en œuvre, la qualité de la mise en œuvre au fur et à mesure qu'on étend le programme est bien faite. Donc là, à ce niveau, des évaluations de processus bien menées peuvent nous aider à répondre à ce type d'objectif. Ceci étant dit, comment ça, c'était peut-être assez théorique. J'aimerais qu'ensemble on parcourt comment concrètement on a implémenté ce cadre conceptuel au cas de la Côte d'Ivoire pour la mise à échelle du PEC. Un peu de contexte sur le travail que IPA a fait. Donc, dans le cadre du programme TREC, IPA avait pour objectif d'identifier, d'aider à l'identification des interventions prometteuses pour la mise à échelle. Et ça, nous l'avons fait grâce à des évaluations indépendantes que nous avons menées. Comme vous pouvez le voir sur la slide, la plupart des interventions qui ont été implémentées dans le cadre du programme TREC peuvent être situées à cette phase 4 du Path to Scale, donc à la phase adaptée. Donc, l'idée, c'était d'utiliser une matrice d'évaluation autour de 5 critères pour pouvoir répondre à la question principale de recherche qui était est-ce que les interventions sont prometteuses pour être mises à échelle? Et les 5 critères qui étaient observés et qui étaient pertinents pour les partenaires autour de ces initiatives-là, c'était premièrement la pertinence. Donc, savoir si le programme est en train de cibler des besoins importants du pays. Deuxièmement, si le programme est aussi aligné avec les besoins des autorités ou des bailleurs, dépendamment des types d'intervention. Le deuxième critère, c'était vraiment celui autour des résultats. Donc, de l'atteinte des résultats, on va dire, de court moyen terme sur ces interventions, ce qu'on pourrait appeler d'output et de direct outcome. Ensuite, un troisième critère était vraiment, lui, lié au coût et au coût de mise en œuvre. Le quatrième sur la capacité d'apprentissage. Donc là, c'était vraiment tout ce qui était qualité des systèmes de suivi et évaluation mis en place par chacun de ces programmes. Et puis enfin, tous les aspects de pérennité et de durabilité. Et l'idée derrière, en fait, notre cas d'analyse, c'était que sur l'ensemble de ces 5 critères, on collectait de la donnée, on faisait une évaluation, et si tous les critères étaient ouverts, alors la recommandation était que le programme passe à l'étape 5 qui est la mise à échelle, donc on progresse jusqu'à la mise à échelle. Si il y a, on va dire, majoritairement de vert et un peu d'orange, alors la recommandation, c'est de dire, OK, on refait, on corrige les choses, on réadapte et on réimplémente le programme. Si la majorité est orange ou tout est rouge, ou on n'a qu'un seul rouge même, la recommandation, c'est d'arrêter en fait l'implémentation du programme. Donc, pour en revenir plus spécifiquement au programme PEC, de la phase d'adaptation à la mise à échelle, comme vous l'avez vu certainement dans l'historique du PEC, nous, notre phase d'adaptation, cette phase d'adaptation où on a vraiment testé si le modèle TARL était adapté au nouveau concept, c'est ce que moi j'appelle la phase en fait d'adaptation entre à peu près 2017 et 2020. Ensuite, à partir, on va dire, de 2021, enfin, de 2020 un peu, 2021 maintenant, la mise à échelle progressive du programme. Donc, je m'en vais maintenant vous détailler qu'est-ce qu'on a fait concrètement en matière de collecte de données à la phase d'adaptation et ce qu'on est en train de faire pour la phase de mise à échelle vraiment. Donc, pour la phase d'adaptation, ce qu'on a fait, on a réalisé des évaluations indépendantes. Donc, je vous rappelle encore l'objectif de
de ces évaluations, c'était de répondre à la question d'apprentissage qui est, est-ce qu'on a ce programme a suffisamment de potentiel pour être mis à échelle? Donc, pour répondre à cette question générale, on a organisé des collectes de données qui étaient pour la plupart des spot checks en 2018 et en 2019. Dedans, il y avait différents outils méthodologiques qu'on a mobilisés, dont des tests ASER, des observations de classe et même des entretiens. Et on a essayé de répondre, comme je vous disais tantôt, aux questions d'apprentissage groupées autour des 5 critères d'évaluation que je vous ai présentés tantôt. Et les principaux résultats de ces évaluations, c'était que le projet PEC, il était pertinent, c'était qu'on avait une bonne adhésion des parties prenantes du pays. C'était aussi donc que le programme, il était prometteur, prêt pour la mise à échelle de façon générale. Mais il y a quelques points d'attention qui ont été notés. Et ça, c'est aussi la force de ce type, en fait, d'évaluation indépendante qui, dans notre cas d'espèce, était un type d'évaluation de processus. Donc, on a noté quelques points d'amélioration, certains points qui étaient importants de monitorer quand on passe à échelle. Par exemple, des défis logistiques qu'on a notés, aussi le coût élevé, notamment celui du tutorat pour les enseignants, la qualité aussi des tests ASER qui étaient faits par les enseignants qui n'étaient pas toujours aussi de bonne qualité. Et il y a des recommandations qui ont été faites concrètement pour adresser certains des défis qui ont été mentionnés là. Et ces recommandations, bien évidemment, ont informé ensuite la conception et l'implémentation du programme. Pour la phase de mise à échelle dans laquelle nous sommes là, en 2022, nous avons implémenté également une collecte de données, un spot check, qui a consisté en presque les mêmes outils, des tests ASER, des observations de classe, des entretiens, avec tout l'ensemble des parties prenantes, enseignants, conseillers pédagogiques au niveau local, au niveau central et tous les partenaires de mise en œuvre du programme, en vue de pouvoir, on va dire, toucher 3 aspects principaux. Donc, en matière de questions d'apprentissage. Premièrement, vérifier que le programme était implémenté tel que conçu par TAL. Donc, c'est vraiment le respect des instructions et des aspects clés de la méthodologie qui vous ont été notamment présentés par TAL. Le deuxième aspect, c'était aussi d'examiner des questions critiques de mise en œuvre qui peuvent se poser à ce niveau de mise à échelle où là, typiquement, on passait à 1000 écoles. Donc, je vous rappelais tantôt que déjà la phase d'adaptation, il y a certains points critiques qui avaient été notés, comme le système de mentorat, des questions de logistique de livraison de matériel, la qualité des tests ASER. Donc, on a surveillé de façon plus spécifique ces points-là, collecter la donnée pour s'assurer de la qualité de l'implémentation à ce niveau. Et puis enfin, il y avait aussi des préoccupations pour acquérir une meilleure compréhension des défis rencontrés sur le terrain. Donc là, on n'est plus vraiment à collecter des données d'output ou de résultats, mais à comprendre de façon plus fine l'origine ou les mécanismes par lesquels les défis rencontrés sur le terrain en fait adviennent, afin de pouvoir les adresser. Donc des questions, par exemple, comme pourquoi certaines activités du programme semblent être moins utilisées par les enseignants que d'autres? Pourquoi les enseignants, ils ont des difficultés avec les plans de progression tels que imaginés? Pourquoi les élèves ne progressent pas entre les groupes comme ils le devraient? Donc, autant de questions d'apprentissage qui nous ont mené en tout cas à conduire cette collecte de données. Les résultats sont actuellement en train d'être analysés et l'objectif visé, c'est que les résultats informent l'implémentation de la mise en œuvre du programme pour l'année prochaine. Donc, il y a tout un plan de dissémination, de séances de travail avec la coordination nationale, avec les partenaires TAL et tous les autres, le comité de pilotage PEC, pour s'assurer que les résultats permettront effectivement de répondre aux questions d'apprentissage. Tout ceci ne s'est pas fait sans défi et je vous propose maintenant de les aborder avec quelques pistes de réflexion des voies d'institutionnalisation qu'on vous propose.
Quand on met en place une approche d'apprentissage, en tout cas nous dans notre contexte, il y a quelques défis auxquels on a été confrontés. Donc, identifier l'objectif de la collecte de données, premièrement, être en mesure de concilier les besoins en information des différents utilisateurs de l'évaluation, parce que quelquefois, on a différents utilisateurs, il faut arriver à concilier leurs besoins en information. Et puis, le dernier défi qui est finalement l'un des plus critiques, c'est de pouvoir collecter de la donnée qui est utile pour la prise de décision. Alors, des approches, donc des solutions possibles. Première idée, c'est vraiment la co-création des questions d'apprentissage. Pour revenir un peu sur les questions d'apprentissage dont je vous ai parlé, là, je ne suis pas entrée dans tous les détails de toutes les questions d'apprentissage qu'on avait, mais nous avons tenu à créer avec l'ensemble des parties prenantes clés. Dans le cas d'espèce, c'était le ministère de l'Éducation nationale, TAL et Pratam, construire ensemble en fait les questions d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre? Et s'assurer, et en le faisant, en fait, on assure que la donnée qu'on va collecter est pertinente pour un processus de prise de décision qui est enclenché. Donc, on ne collecte pas juste la donnée pour la collecter. Enfin, sur la question de pouvoir collecter de la donnée qui est utile ou pouvoir réconcilier un peu tout le monde, il y a nous, à IPA, un cadre conceptuel qu'on utilise qui nous aide en fait à établir des priorités et à collecter de la donnée qui en vaille vraiment la peine. C'est le cas de CART qui signifie qu'on a C pour dire crédible, A pour dire actionnable, R pour dire responsable, T pour dire transportable. Dans notre contexte, le transportable n'est pas tellement pertinent. Donc, revenons sur l'aspect de la crédibilité. L'idée est vraiment de pouvoir collecter de la donnée de bonne qualité. Donc, si on n'est pas sûr que la donnée qu'on envisage de collecter, on n'a pas les moyens pour faire de la collecte de bonne qualité, on ne va pas prioriser en fait cet indicateur, par exemple. Le deuxième, actionnable. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a quelque peu un engagement pour que la donnée collectée se traduise en fait en action, donc informe de la décision. Quand ça, c'est pas clair, c'est pas clair ou qu'on voit en fait qu'il n'y a pas, on ne sait pas relier la donnée collectée à un processus de prise de décision, peut-être qu'il ne faut pas la prioriser. Le R, c'est vraiment responsable, parce que collecter de la donnée a un coût. Donc, à un moment, il faut savoir pour pouvoir jauger les bénéfices qu'on tire à la collecte de cette donnée au coût qui est impliqué. Mais on veut s'assurer que les avantages, donc les bénéfices, sont supérieurs aux avantages. Deuxième type de défi, c'est vraiment le défi du renforcement des capacités. Et dans le cas d'espèce du ministère de l'Éducation nationale, jusqu'à présent, comme vous avez pu vous en rendre compte, les collectes de données indépendantes ont été faites en fait par IPA, même si au fur et à mesure qu'on avançait, notamment dans la phase de mise à échelle, on associe de plus en plus le ministère en les faisant participer aux missions de collecte de données, en leur partageant tous nos cadres conceptuels, en tout cas en renforçant leur capacité à et le deux, ceci, en fait, le défi, en fait, le renforcement des capacités est toujours un défi. Autre chose, c'est, après tout cela, c'est vraiment de créer une culture de l'utilisation aussi des preuves, des données probantes. Une solution possible, c'est vraiment la création d'unités dédiées. Je vais terminer par cela. Donc, et en Côte d'Ivoire actuellement, nous accompagnons le ministère de l'Éducation nationale à la création d'un laboratoire pour l'éducation. L'idée de ce laboratoire pour l'éducation, c'est de vraiment d'avoir une unité dédiée au sein du ministère qui va s'occuper de la génération, de l'utilisation des données pour la prise de décision. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, c'est du personnel de IPA qui sera intégré à ces ministères, qui va travailler aux côtés du personnel du ministère pour remplir ses missions. Et les activités clés, en fait, seront de pouvoir soutenir la mise à échelle des programmes, faire du lien avec la recherche, générer aussi des évidences, utiliser les évidences existantes pour la prise de décision et faire du renforcement de capacités, avec pour objectif d'instaurer une culture d'apprentissage qui est fondée sur les données probantes. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et je suis disponible à répondre à vos questions. Thank you so much, Corinne. Well,
Does anyone have any questions they want to ask? We turn it over to all of you. Please feel free to raise your hand and ask, or to write questions in the chat box if you prefer. Yes, Serge, please go ahead. I see your hand is raised. No, maybe you've put it down. Anyone else? Any questions or reflections on your own experiences with data collection? Yes, moi j'ai une question. Ali Koulibaly, Côte d'Ivoire. Donc, moi, je voulais remercier Karine pour cette présentation très intéressante sur la question des données. On connaît l'importance des données pour faire progresser les initiatives, les expériences. Et j'ai vraiment apprécié sa présentation, mais à la fin, je suis resté un peu sur ma faim, sur la question du transfert de compétences au MENA. Est-ce que c'est seulement à la fin qu'on y a pensé pour que là, on constate qu'on a quelques défis, ou bien est-ce que cela a été intégré dès le départ, de sorte que petit à petit, en les associant aux différents processus, qu'aujourd'hui on a la capacité par le ministère de faire cela, parce qu'il y a quand même une direction qui fait des évaluations de façon récurrente, notamment la DVSP, je crois, et puis la DSPS aussi, qui fait de la collecte de données. Donc, je pense qu'il y a quand même un potentiel. On est tous des statisticiens, des démographes, donc je pense qu'il y a un minimum. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à la fin, on ait pas ce grand défi, mais ce défi qui, je pense, peut être résolu, mais bon, qui aurait pu être résolu si on avait intégré au départ. Voici mon commentaire sur la présentation. En tout cas, merci, c'était très clair et très, très riche. Bien, je réponds aussitôt, je pense, l'appétit venant en mangeant. Donc, pour l'aspect du renforcement de capacité, donc oui, c'est une dimension qui avait été intégrée depuis le début en tout cas, dans le programme TREC dont on a parlé tantôt. Peut-être que je suis passée rapidement, mais oui, il y avait une composante du programme qui consistait vraiment à de l'assistance technique aussi, au-delà de faire des évaluations indépendantes. Donc, de l'assistance technique où on a accompagné notamment la DSPS que vous mentionnez, la DPFC aussi notamment, à collecter de la donnée. Donc, c'était vraiment des données de suivi sur le programme notamment. Mais au-delà de ça, comme je vous disais tantôt, la question d'apprentissage, elle ne consiste pas forcément simplement à collecter des données de suivi, renseigner des matrices de suivi avec des indicateurs clairement définis de votre plan de suivi et évaluation. Il y a vraiment au-delà la nécessité de comprendre pourquoi est-ce que les résultats sont ceux qu'ils sont. Et c'est là où il y a tout le volet d'évaluation indépendante, où on avait, nous, IPA, la responsabilité de les conduire. Toutefois, comme je vous disais tantôt, on a associé le ministère, notamment la DSPS, qui d'ailleurs a participé à notre dernière collecte de données en fait indépendante, dont on partage, c'est avec eux qu'on crée déjà les questions d'apprentissage, parce que c'est en soi un défi de bien se poser les bonnes questions d'apprentissage, ensuite de développer les outils de collecte. Donc, à ces différentes étapes-là, en fait, on les associait. Et puis, ils sont allés avec nous sur le terrain pour collecter de la donnée, voir un peu les défis qui se posent aussi à collecter de la donnée de qualité sur le terrain, ainsi de suite. Et après, quand on finira, on aura les résultats, on va leur partager. Mais ce que je disais, c'est que ça, on le fait, mais encore une fois, la responsabilité de conduire l'évaluation dans le cadre dépendait encore du partenaire technique que nous étions, IPA, pour le volet, en tout cas, évaluation indépendante. Donc, l'enjeu maintenant, c'est d'aller un peu plus loin dans nos ambitions en termes de transfert de compétences. C'est avec cette unité-là qui va maintenant travailler à institutionnaliser de façon plus solide au sein du ministère toutes ces approches en fait d'apprentissage en lien avec les acteurs de l'écosystème. Et un des sujets, c'est notamment comment accompagner à la mise à échelle en développant les approches et cadres conceptuels que nous, on a expérimenté et qui fonctionnent. Donc, s'assurer que le ministère se l'approprie vraiment et a la capacité de le faire sans nous. Voilà. Thank you. Merci. Anyone else have questions, reflections? Yes, Musa, would you like to speak?
Mhm. Donc, bonjour à tout le monde. Merci Karine pour la clarté de la présentation. J'avais tout juste 2 ou 3 questions à poser. La première, elle est relative au moment de collecte de données. Parce que nous, au Sénégal, nous avons eu un programme de renforcement de la lecture avec les langues nationales qu'on a appelé LPT, Lecture pour tous. Mais nous avions eu 3 moments de collecte de données. D'abord, avant l'expérimentation, donc qu'on a appelé baseline, pour voir les feuilles de maîtrise des élèves par rapport aux différentes composantes en lecture. Et nous avons eu un deuxième moment qu'on a appelé midline, c'est à mi-parcours, pour voir donc l'évolution du programme. Et un dernier moment qu'on a appelé endline, en fin de parcours, pour voir maintenant est-ce que les faits qui étaient fixés au départ ont été atteints. Je voudrais savoir, est-ce que pour la Côte d'Ivoire, ça s'est passé de la même manière? La deuxième question, c'est relative aux données, au type de données. Est-ce que dans les types de données, on peut distinguer des données qui sont des données quantitatives et des données qui sont dites données qualitatives? Par exemple, comment les différents acteurs apprécient, par exemple, le dispositif, les contenus de la formation, etc. Donc, quelle est la part de ces données qualitatives par rapport donc, au programme qui a été mis à l'échelle? La dernière question maintenant, elle est relative aux outils pour capter ces données. Quels ont été les outils qui ont été confectionnés? Est-ce que c'est des questionnaires, des enquêtes, des observations au niveau dans les salles de classe? Est-ce qu'il y a eu des focus groups? Donc, quels sont les différents outils qui ont été utilisés lors de la collecte de ces données? Donc, voilà les 3 questions que je voulais poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Moussa. Donc, pour la première question, vous donnez le cas du Sénégal où il y a eu des collectes de données de baseline jusqu'à la endline. L'objectif là, pour le faire, juste pour que je vous réponde avec précision, est-ce que c'était plutôt pour des évaluations d'impact ou pour des évaluations beaucoup plus qui visaient à questionner la qualité de l'implémentation du programme? Avant que je vous réponde. Parce que ma réponse dépendra en fait de l'utilisation que vous avez fait de cette donnée. Nous, en Côte d'Ivoire, les collectes de données que l'expérience que je vous ai partagée, c'était des évaluations de processus. Donc, on était beaucoup plus intéressé à la qualité de l'implémentation du programme. Donc, on allait faire nos collectes de données à des moments clés de la mise en œuvre du PEC dans les écoles. Donc, il faut s'assurer que le PEC a été mis en œuvre, donc que les classes PEC ont commencé avant d'aller effectivement sur le terrain. Mais on ne partait pas pour questionner l'impact du programme. Encore une fois, dans le cas que je vous ai présenté, l'impact du PEC a été largement prouvé par ailleurs. Donc, dans le contexte actuel, pour l'instant, en tout cas où on était, il n'était pas pertinent. Vous vous rappelez le framework un peu CART que je vous ai présenté, responsable à ce stade d'aller faire de grosses évaluations d'impact, dont des essais contrôlés randomisés, donc des évaluations n'est pas rigoureuses pour questionner les questions d'impact. Donc là, oui, nous, on n'a pas collecté des bases, enfin, il n'y avait pas besoin de baseline ou de midline ou d'endline, en fait, pour pouvoir apprendre sur ce projet. Mais je voudrais quand même, votre question me permet de faire une précision ou peut-être une réflexion sur la robustesse des évaluations d'impact. Il est important que la donnée qu'on collecte soit de bonne qualité. Et quelquefois, dans les évaluations d'impact, il ne faut pas croire que juste faire une baseline, endline, on fait la différence et on dit ça, c'est notre impact. Ou c'est voilà, l'effet, si c'est positif, on dit OK, le programme, il a bien marché. Non, parce que qui nous dit en fait qu'il n'y a pas d'autres facteurs autres qui ont eu aussi un impact en fait sur la population, les enfants, là on parle de votre programme, et qui ont fait que voilà, les enfants ils lisent mieux, peut-être qu'il y a d'autres interventions, d'autres contextes. Donc il faut toujours être en mesure d'isoler de façon sûre et certaine les effets observés qui sont attribuables à notre intervention à nous.
Et c'est là où les essais, je ne viens pas de lancer un débat sur la pertinence des RCT, des essais contrôlés randomisés, mais c'est là où il faut à chaque fois s'interroger sur la robustesse des méthodologies qu'on utilise pour évaluer l'impact. Faire juste une endline et une baseline avant et après n'est pas une mesure suffisamment robuste, en tout cas de l'impact bien souvent. Sur la deuxième question, qui est les types de données quantitatives ou qualitatives. Donc oui, dans notre cas, la donnée qu'on est allé chercher était à la fois quantitative quand il s'agissait par exemple des tests ASER, donc c'est les résultats aux tests des enfants ou d'autres données d'assiduité notamment qu'on a collectées, ou aussi des données plutôt qualitatives. Donc, quelle est l'appréciation des enseignants sur le soutien qu'ils ont de leur directeur d'école pour le programme. Donc, ça, c'est vraiment des questions plus qualitatives qu'on va collecter via des focus group, notamment, ou via des entretiens avec les enseignants, les conseillers pédagogiques. Donc, oui, il y a vraiment toute la palette de types de données, autant quantitatives que qualitatives, qui nous aident à répondre aux questions d'apprentissage. Encore une fois, on ne va pas juste collecter de la donnée pour la collecter, on s'assure qu'elle nous permet de répondre à une question d'apprentissage. Voilà. Donc, j'ai répondu en même temps à votre question sur les outils de collecte. Tout à fait. Tout à fait, c'est clair. Merci. Merci. Bonjour. Thank you. Bonjour. We have, I'm sorry, please go ahead. And then we have a few questions in the chat that I want to make sure we get to as well. But sorry, please. Bonjour, je m'appelle Dame Diop. Et je m'excuse, vous ne pouvez pas me voir parce que ma connexion est instable. Donc, je suis au Sénégal. Je travaille au ministère de l'Éducation nationale au niveau de la DEPRE, Direction de la planification et de la réforme de l'éducation. Tout d'abord, merci pour la qualité de la présentation. Maintenant, moi, je voudrais m'intéresser par rapport à la phase d'adaptation. Au niveau de la phase d'adaptation, vous avez pu détecter des enfants qui ont des difficultés à progresser dans les groupes. Maintenant, je voudrais savoir, avant cela, est-ce qu'au préalable, il y a eu des activités de remédiation par rapport à leurs difficultés d'adaptation avant de pouvoir juger du niveau de progression? Je vous remercie. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, désolée. Et je profite pour dire aussi aux interprètes qu'il y a des questions dans le chat. Je ne suis pas sûre aussi de suivre à chaque fois, j'essaierai d'y répondre à la fin. Mais si vous pouvez juste répéter votre question précisément, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est de vous assurer qu'on a répété la question? Désolée, hein, je ne l'ai pas bien comprise. Au niveau de la phase d'adaptation, j'ai pu comprendre que vous avez détecté des enfants qui avaient des difficultés de progression dans les groupes. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu des activités de remédiation par rapport à leurs difficultés au préalable? Merci beaucoup pour votre question. C'est un très bon point. Quand nous, on note ces difficultés, donc on les remonte en fait à la coordination nationale et à l'équipe de TAL qui, justement, s'assure en fait que c'est pris en compte dans on va dire de s'assurer que la pédagogie en fait PEC, tel que le programme il est, et c'est ça tout le défi finalement, la pédagogie PEC implémentée telle qu'elle a été conçue dans les écoles. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un défi en fait permanent, de s'assurer que les enseignants appliquent la pédagogie telle qu'ils devraient la faire. Donc, nous, notre objectif, c'est notamment de pouvoir identifier la magnitude de ce problème et ensuite de pouvoir, enfin voilà, bien, donc je disais la magnitude, et ensuite la coordination travaille au quotidien à ce que ça soit adressé. Pour vous donner un exemple, par exemple, nous, dans les prochains mois, la coordination nationale organise ce qu'ils appellent les ateliers bilan sur le PEC. Donc, où on va partager, il y aura une réflexion collective sur l'implémentation du programme pour l'année scolaire qui vient de s'achever. Donc, nous, IPA, on ira présenter les résultats de notre collecte de données indépendantes et les réponses. Là, je ne peux pas présumer des réponses parce que là, on voulait creuser davantage, comprendre pourquoi les enfants ne progressent pas.
Est-ce parce que les enseignants ne mettent pas bien en place la pédagogie ou il y a d'autres problèmes qui expliquent cet état de fait qu'on observe? Donc, à la suite de cela, donc, le partager pendant ces ateliers et avec les enseignants, les équipes pédagogiques, la coordination nationale, réfléchir au niveau local à comment est-ce que ça peut être amélioré. Donc, c'est la réponse que je peux donner à votre question. Mais s'il y a peut-être des membres du gouvernement qui sont là et qui le désirent, ils peuvent aussi compléter. Bon, d'accord, merci beaucoup, je vous remercie. Par rapport à la deuxième question, il y a mon collègue Ndiaye qui m'a marché sur la langue. C'est par rapport aux, comment dirais-je, aux données. Est-ce qu'elles sont qualitatives ou quantitatives? Mais j'ai apprécié votre réponse et je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you. Corinne, let me read out the 2 questions in the chat, and then you can hear the interpretation and respond. The first is, I've had challenges with populations that sugarcoat the negative issues that arise during the pilot stage because they feel they would be disloyal to the government. Have you encountered this, and how have you dealt with it so that your data is credible? I'll ask the other one too. The second question is, this process of data collection, interpretation, and analysis were very elaborate. This must have used quite a lot of time and resources. How did you manage those 2 challenges? Merci beaucoup. Donc, pour la première question, oui, c'est le défi quand on va chercher des données, de s'assurer de minimiser ce biais qui peut être introduit par les répondants qui ne sont peut-être pas 100% sincères dans leurs réponses. C'est là où, en fait, dans la conception des enquêtes, et c'est peut-être la recommandation qu'on fait, il est important de ne pas, dans la mesure du possible, d'être en mesure de vérifier, en tout cas, l'assertion qui est faite. Donc, quelquefois, sur certaines questions, on ne va pas juste aller interroger une seule personne, n'est-ce pas? On ne va pas interroger une seule personne et se fonder un jugement par rapport à cette seule personne qui a répondu. Donc, déjà, pour minimiser ce biais, on va s'assurer que l'échantillon, donc il y a vraiment des questions statistiques, d'échantillons représentatifs, premièrement. Ensuite, on va, dans la mesure du possible, adopter une approche de triangulation des informations. Parce que je vous ai dit tantôt, on va collecter différents types de données et à un moment, il y a une cohérence d'ensemble que doit refléter cette donnée qu'on a collectée via différents outils. Je vous ai tantôt parlé de tests ASER qu'on va faire, d'observation de classe, où nos agents enquêteurs vont aller observer une classe PEC. Donc, ils sont là, ils sont le plus invisibles possible. Ils observent la classe et ils prennent des notes via un questionnaire qu'on aura déterminé à l'avance. Ils vont aller tester les tests ASER sur certains enfants dans des échantillons représentatifs. On va faire des entretiens avec les enseignants, des focus group, on va parler aux conseillers pédagogiques, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ces différentes sources de données qui, à la fin, en les triangulant, doivent être un peu cohérentes dans l'histoire qu'elles racontent. Donc, il y a vraiment aussi cette approche un peu de triangulation couplée avec la nécessité d'avoir des échantillons qui sont représentatifs, qui sont des approches, après, il peut y avoir d'autres choses, hein, qui sont des approches qui peuvent garantir que la donnée qu'on collecte est la plus sincère pour au moins isoler voilà, les données un peu aberrantes ou extrêmes ou qui ne reflèteraient pas la réalité. Voilà. Et après aussi, il y a vraiment le côté indépendant aussi de celui qui collecte la donnée. Je pense que c'est un aspect sur lequel je n'ai pas suffisamment aussi insisté. Plus la partie qui collecte est neutre, plus aussi, en tout cas par expérience, la qualité des données peut être comme ça aussi améliorée. Donc, la neutralité de celui qui collecte la donnée. Mais je sais que pour des gouvernements qui, quelquefois, peuvent être eux-mêmes, enfin, quand on s'auto-évalue quelquefois, cette neutralité-là peut être questionnée. Je ne dis pas qu'elle est totalement remise en cause, mais elle peut être questionnée et finalement aussi peut-être diminuer la qualité des données. Sur la question, la deuxième question autour du temps et des ressources que ça impliquait de pouvoir analyser et collecter ces données. Donc, c'est une très bonne question. Oui, ça demande des ressources, donc des ressources en temps, des ressources aussi financières, aussi des ressources humaines dédiées à faire ce travail.
Mais on est d'accord que nous, et c'est tout l'enjeu pour nous, la pertinence d'un pareil exercice, c'est de s'assurer que les résultats de nos collectes de données soient disponibles en fait à temps pour les décideurs publics. Donc là, pour vous donner un exemple, on a fait les collectes de données récentes. Là, c'était on va dire en avril, un peu entre mars et avril, qu'on a collecté la donnée. Et là, en fait, on a presque fini les analyses. Donc, on va dire, ça nous a pris, on est en juin, 3 mois pour collecter et analyser. Ça nous a pris peut-être pour tout le processus de co-création, dépendamment, un peu plus longtemps dans ce cas, parce que c'est une très grosse collecte sur les 1000 écoles qu'on a organisées. Donc, ça nous a pris du temps pour co-construire les questions de recherche. Mais entre ça et l'implémentation de l'opération, ça nous a pris 3-4 mois. Mais nous, IP, on est capable de le faire parce qu'on a des ressources dédiées aussi pour le faire. Donc, l'enjeu aussi de l'institutionnalisation, c'est finalement d'avoir aussi les ressources humaines dédiées pour ce genre en fait d'activité, pour pas que la donnée elle arrive, voilà, quand le programme c'est plus pertinent, totalement plus à jour dans le processus de prise de décision qui est en cours. Donc il y a vraiment, et c'est pour ça que j'ai terminé sur la nécessité d'avoir des unités dédiées avec des ressources humaines dédiées, des moyens dédiés pour prendre en charge en fait les questions de collecte. Et quand les personnels aussi sont aussi bien formés, ont les bons outils normalement et qu'on maîtrise les processus clés comme de la co-création qui est une étape un peu critique, quand on maîtrise tous ces processus-là, normalement, on est en mesure de délivrer dans un temps raisonnablement court les résultats de la recherche et des résultats qui sont de bonne qualité aussi. Merci. Thank you. This has been a really great session. Let's close with one final question from Helicanto, whose hand is raised. Bonjour tout le monde. Je me présente, Helicanto. Je suis directrice qui est en charge des curricula et des recherches pédagogiques au sein du ministère de l'Éducation nationale de Madagascar. On est en pleine réforme des programmes d'études en ce moment à Madagascar. On a réalisé la première année d'expérimentation de 3 années d'études, les 3 premières années d'études, l'année 1, l'année 4 et l'année 7 pour l'éducation fondamentale. Et maintenant, on a nos premiers résultats des données recueillies sur terrain et on a fait nos premières analyses. Maintenant, par rapport à tout ça, moi, je voudrais avoir les expériences des autres pays ou bien des éclaircissements de votre part par rapport à la phase d'adaptation. Quand est-ce qu'on doit dire qu'on doit arrêter et que si on devait arrêter, c'est vraiment arrêter définitivement ou bien penser quand même à reprendre les choses. Et après, si on devait reprendre les choses pour continuer, quels seraient les critères à considérer pour vraiment aboutir à une bonne mise à l'échelle? Merci. Merci beaucoup à vous. Pour répondre à la question, je vais peut-être revenir sur cette slide qui est vraiment la réponse à vos questions. Donc, nous, en fait, IPA, bien avant même de commencer ces collectes de données indépendantes, en fait, on savait pourquoi est-ce qu'on les faisait. On avait le cadre ou bien l'arbre de décision ou les résultats possibles après ces évaluations indépendantes. Donc, on avait nos 5 critères qui sont là, que je vous ai présentés. Et puis, voilà, on avait, tous les critères sont ouverts. OK, on progresse, on peut mettre à échelle. Si on a une majoritairement de vert, mais on a un peu d'orange, c'est-à-dire on estime que les résultats ne sont pas tout à fait satisfaisants sur certaines des dimensions, alors on se dit il faut refaire une itération. Donc, on ne passe pas à l'échelle, on fait une autre adaptation, on corrige encore des choses dans le programme. Par contre, si on a une majorité d'orange, donc ça veut dire qu'il y a vraiment, sur la plupart des critères, on a une mise en œuvre qui n'est pas tout à fait satisfaisante, ou qu'on a même un seul rouge,
on peut recommander alors d'arrêter le programme. Donc, on avait clairement en fait à l'esprit depuis le début ce cadre conceptuel qui, pour le PEC par exemple, nous a emmené en fait à avoir, voilà, à la phase d'adaptation, cette majorité de verts, même s'il y avait quelques défis, enfin quelques points d'implémentation à surveiller. Donc, vraiment, une majorité de verts qui nous a emmené à recommander effectivement de passer en fait à l'échelle. Donc, j'ai envie de dire qu'il est de votre, dans votre programme de façon conceptuelle, quand vous concevez tous ces collectes de données, c'est voilà, d'avoir une grille de lecture d'évaluation plus ou moins similaire à celle que je vous ai montrée, qui vous facilite après les prises de décision sur les décisions d'aller à l'échelle ou pas, ou de refaire une itération du programme. Merci beaucoup. Thank you so much for all of your questions and reflections. And thank you again to Corinne for this wonderful presentation. We really appreciate it. It was a great discussion. Now we'd really like to spend the remaining time hearing from all of the participants, hearing from all of you, your own thoughts and reflections on these topics, questions that you have. And in particular, we would love to hear about your own experiences with scaling and institutionalization in your own countries, with data, with innovative financing and partnerships, everything we've talked about so far. I know that Maimouna and Marianne will lead us in this discussion. Maimouna, are you still on the call? Okay, maybe not. But I do know that we have colleagues from Cameroon and Niger who wanted to share some of their experiences. So maybe if either of you would like to begin. Otherwise, we can also start with the Africa 19 folks. Thank you, Molly, for passing me the floor. I could use both languages. I've not been talking much because I missed out the first session and the second session. And so I spent most of my time trying to listen to what's going on and to understand where I stand in all of this. I am the focal point for KICS Africa in Cameroon. Originally, No, I think we may have lost her. Oh, there she's back. Connection issues. It's connection issues. I've come back. No problem. I wanted to talk about curricular reforms, but listening to what's happening, I felt like just sharing what we're doing, but not talking exactly on like scaling, because what happened in Cameroon is that in the year 2018, we began with curricular reforms in which we like kind of dived into because we put our curriculum reforms directly into our schools. We didn't start with the first year and then move to the second year and then the third year. It's like everybody just went like to try the curriculum, the new curriculum out, curriculum for nursery and curriculum for primary. And we started that in 2018. And listening to you, I think that we are still in the beginning. We're not yet trying to measure the results of what the new curriculum could be having on the kids. And it made me want to ask a question. How much time should we leave
after we have begun curriculum reforms, before we start trying to measure. I'm a pedagogue and I'm also an andragogue. I'm not a specialist in statistics and evaluation and collection of data, but I work with those people as well. So in the case of Cameroon, I started wondering, I said, if we started in 2018 to implement a new curricula, with one of our major challenges being the introduction of the subject called national languages and culture, and which is not very easy for most teachers because they need a lot of training on that. My question was, when would you suggest that we begin like trying to measure the impact of this new curricula? Do we let go months or do we let go years? There's a lot that we still need to do. At the moment, we're working on a World Bank project that is called PAREC in Cameroon, and we are trying to train teachers on the new curricula. So we're trying to give them training on how to use the new curriculum. So we've done training for the first year, and this year we should be moving into training for the first level, sorry. This year we should be moving into training for the second level, that's about class 3 and 4. And then we would move into training for the third level, which is class 5 and 6, so the end of primary school. So we are not yet that much into measuring to see the impact of like the new subject we've added, which is national languages and culture. There's also a new subject that we added into the curricula, vocational studies, where we're not yet into like trying to evaluate what the impact is. And so I was trying to like, because this is my first session, I was trying to understand where I could place what we're doing in Cameroon and understand where you're going to with us and understand what the training is all about. So that's as much as I can say for now. And I would listen to what the others have to say, and then maybe I'll be stable as to where I'm heading to. Thank you so much, and thank you for your contribution. It's really interesting to hear about your curricular reform efforts. I think I'll let Corinne respond to the question in full, but I would say in general, when we talk about scaling, we do encourage sort of collecting some type of data as early as possible to really inform the decision-making along the way. But let me turn to Corinne to speak about this in greater depth. This is her expertise. Yeah. Merci beaucoup pour la question. Donc, je commencerai effectivement par dire qu'on ne pense pas à l'évaluation à la fin même du projet. Comme le disait Molly tout à l'heure, pour l'apprentissage, il est bon de commencer à y penser dès le début. C'est-à-dire quand on est en train, idéalement, et comme on est tous là, c'est vraiment la bonne pratique qu'on souhaiterait, enfin, que je pense que vous pouvez retenir. Pensez en fait à l'apprentissage depuis le début, même quand vous êtes, pendant qu'on pense en fait à la conception, au design de l'intervention, il faut commencer déjà à penser à l'apprentissage. Et je vous ai tout à l'heure partagé un peu un cadre conceptuel qui, dépendamment des phases où on est dans la maturation, j'ai envie de dire, du projet, quels sont les objectifs principaux de l'apprentissage à minima et puis les moyens par lesquels vous pouvez y répondre. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Parce que malheureusement, quand on ne le fait pas ainsi, mais quand on finit l'implémentation, même la question se demande, mais qu'est-ce que j'évalue concrètement? Quel changement j'évalue? Quel référentiel j'ai aussi pour me benchmarker? De dire, OK, j'ai progressé, j'ai pas progressé.
Et puis, finalement, je le fais à la fin et je peux constater, comme on l'a vu pour la belle initiative sur papier OLPC, qu'en fait, j'ai gaspillé mon temps et mon énergie et mon argent. Donc, il est vraiment important de penser à l'apprentissage dès au début. Ce n'est pas, je suis moi-même statisticienne, quelquefois on a l'impression que c'est à la fin des projets qu'on vient, on collecte de la donnée, et non. Je veux dire, ce n'est pas la bonne pratique. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Ensuite, sur votre question, qu'est-ce de se dire, à quel moment est-ce qu'on peut commencer raisonnablement à se questionner sur l'impact? Et quand je parle de l'impact, c'est vraiment les résultats finaux. C'est-à-dire, j'imagine que vous, votre intervention, vous avez une théorie de changement, une logique d'intervention que vous avez en fait élaborée. Et l'évaluation d'impact, à proprement parler, va, elle, vraiment regarder ces aspects de long terme de votre théorie de changement, donc de ces impacts. Et donc, on parle bien d'aspects de long terme, donc il faut laisser suffisamment de temps pour qu'on soit en mesure d'observer les changements qui sont qu'on souhaite voir advenir. Pour vous donner, je ne connais pas trop bien les détails de ce que vous faites au Cameroun, même si vous l'avez présenté, mais je reviens encore sur le cas du programme PEC dont on a parlé tantôt. En fait, l'impact qui est souhaité, c'est que les enfants améliorent en fait la qualité de leur apprentissage en lecture et en calcul. Et pour ça, en fait, le temps suffisamment long, normalement, c'est déjà à la fin de l'année scolaire. On doit pouvoir, en fait, sur un enfant qui était dans un certain groupe, voilà, voir s'il a progressé ou pas. Donc ça, j'ai envie de dire, le temps, c'est déjà à la fin de l'année scolaire, on peut commencer à évaluer l'impact. Par contre, il y a d'autres programmes où l'impact, les effets, en tout cas de long terme, pour qu'ils soient visibles, il faut quand même attendre 3 ans, 5 ans. Et ça dépend vraiment des types d'interventions, ainsi de suite. C'est pour cela que c'est bon de se poser la question de l'apprentissage dès le début. Parce que ça, c'est des questions qu'on se pose dès le début, quand on fait la théorie de changement du programme, à un moment, quand on a quitté la phase vraiment d'idéation, quand on est un peu dans cette phase d'affinement, on peut se poser voilà, ces questions et on construit notre approche d'apprentissage en fait en fonction. Merci, Madame Kwaku. Ça m'amène à poser une autre question. Ça veut dire, en fait, vous êtes en train de me faire comprendre que quand nous, parce que moi je suis pédagogue, je suis de l'Inspection générale des enseignements, quand nous, on commence les changements ou des réformes, il est important pour nous de travailler en étroite collaboration avec les statisticiens pour que, au fur et à mesure que nous travaillons, que nous puissions mesurer ce que nous sommes en train de faire. Exactement, exactement. D'accord, d'accord. Ça, c'est clair dans ma tête. Ça va beaucoup m'aider dans ce que nous faisons. Merci, merci beaucoup. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces expériences partagées et ces échanges très fructueux. Merci au Cameroun, merci à Madagascar et à tous les pays partenaires qui sont présents ici et qui ont pris la parole aussi. Le Niger également est là, Monsieur Issa Bachirou, qui voudrait aussi partager une expérience du Niger sur la mise à l'échelle de la remédiation pédagogique. Donc, nous pouvons lui donner la parole. Monsieur Bachirou, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Merci, docteur, pour l'occasion que vous nous offrez de partager l'expérience du Niger sur la remédiation pédagogique. Et donc, compte tenu des résultats du PASEC 2014 de l'évaluation des acquis scolaires, qui nous indique que 93,6% des élèves du primaire du Niger en fin de cycle n'ont pas atteint le niveau suffisant de maîtrise des compétences à lecture. Donc, face à cette situation, le ministère s'est engagé à prendre une décision qui s'appelle remédiation pédagogique. Donc, en collaboration avec tous les acteurs du système.
Et il s'agit d'une action corrective qui a pour effet de pallier les lacunes et les difficultés d'apprentissage plutôt relevées lors de l'observation et de l'évaluation des apprenants. Donc, cela veut dire que la remédiation pédagogique est une activité de régulation permanente qui vise à améliorer les apprentissages scolaires et par conséquent contribuer à la réduction du décrochage scolaire. Alors, comme objectif, comme j'avais dit, donc, il s'agissait d'apporter des mesures correctives aux difficultés des apprenants afin de disposer des préalables, c'est-à-dire des prérequis, des connaissances strictement exigibles en vue de poursuivre les apprentissages ultérieurs avec beaucoup plus de chances de succès. Et dans cette dynamique, on procède d'abord par l'administration d'un pré-test à tous les élèves du niveau CP, donc préparatoire, jusqu'au niveau CM2. Donc, il y a 5 niveaux qui sont considérés. Et jauge leur niveau d'entrée des élèves afin de déceler les lacunes ou les difficultés qui font obstacle aux apprentissages. Ensuite, on procède à une analyse de ces résultats-là. Donc, une analyse d'ordre quantitatif qui débouche sur de la catégorisation des élèves en groupes de besoins sur la base de la moyenne des scores obtenus essentiellement en lecture et en mathématiques. Et il y a aussi l'analyse qualitative qui permettra à l'enseignant de prendre l'élève, en tout cas selon ses difficultés, au regard des résultats analysés. Alors, une fois que les élèves sont identifiés, sont catégorisés en groupes de besoins, il va falloir les prendre en charge. Et là, on fait recours aux différentes techniques, notamment la différenciation pédagogique, pour permettre de rehausser le niveau de ces apprenants-là en difficulté scolaire. Et là, à la fin donc, de 3 mois de mise en œuvre de cette activité à l'échelle nationale, il y a un post-test qui permet de faire le point sur les progrès individuels des élèves à travers leur migration d'un niveau de difficulté à un autre. Donc, pour permettre à ce que, par exemple, l'élève qui a difficulté à identifier les lettres va peut-être réussir à le faire et passer à l'identification peut-être des mots, ainsi de suite, à titre d'exemple, puisqu'il fallait catégoriser les enfants selon les compétences exigibles, en tout cas d'un niveau à un autre. Alors, à la fin du temps imparti de la remédiation qui est de 3 mois, donc cette stratégie est remplacée par l'exécution normale du programme officiel. Mais je précise qu'il y a encore des élèves en difficulté, toujours, et leur prise en charge est faite de manière continue à travers des suivis réguliers des acquis des élèves. Donc, globalement, voilà comment se passe cette remédiation pédagogique. C'est au regard de la pauvreté des apprentissages que le ministère a décidé de faire cette stratégie qui consiste à rehausser le niveau des acquis des élèves. Et là, on passe par le test diagnostic. Une fois que le test diagnostic, on catégorise les élèves selon leurs besoins et on fait la remédiation en tant que telle. Et après, on fait le post-test pour pouvoir analyser le progrès accompli. Voilà, globalement, vraiment ce que j'ai à dire de manière ramassée. Le processus se déroule donc en 10 étapes. Il y a le test diagnostic, l'analyse des résultats, le partage des résultats également, la mise en œuvre de la stratégie, le suivi accompagnement, et ensuite il y a l'administration du post-test. On fait l'analyse aussi des résultats du post-test. On fait l'analyse comparative des résultats entre le pré-test et le post-test pour maintenant faire une prise en charge permanente des élèves qui continuent à avoir des difficultés. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'ai voulu partager par rapport à cette mise à l'échelle. Et je précise que au-delà de cette décision du ministère de l'Éducation nationale, il y a également des partenaires, en particulier l'agence de coopération japonaise, l'agence internationale de coopération japonaise qui fait la même chose, qui s'appelle paquet minimum d'activités axé sur la qualité.
effectivement, à un moment, donc, elle fait ce travail-là de remise à niveau des élèves et ensemble, en fin de compte, on s'est retrouvés entre cette structure qui intervient dans ce domaine pour pouvoir arrimer entre ce que la stratégie du ministère et la stratégie de ce partenaire-là. Et vraiment, ça a beaucoup servi notre système. Et en tout cas, on a beaucoup récupéré des enfants en situation de difficulté. Merci, mesdames, messieurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bachirou, pour cette expérience très intéressante aussi de mise à l'échelle avec aussi l'implication des partenaires. Cette expérience aussi de mesures correctives. Et ça, c'est important comme approche car la réussite des apprentissages passe bien entendu par certaines mesures correctives pour assurer, n'est-ce pas, l'acquisition des compétences attendues. Merci beaucoup. Je repasse la main à Molly. Peut-être, je vois que M. Ndiaye a levé la main. Molly, I give you the floor to continue your moderation. Ou sinon, c'est à vous et à Marianne de modérer. Donc, oui, je vous laisse si ça vous va. OK, bah, nous pouvons donner la parole à ce moment-là à M. Diao. Merci, Madame la coordonnatrice. Veuillez vous présenter, M. Diao. Merci. Voilà, merci, donc, Madame la coordonnatrice. Moi, c'est Maguette Sow Diao. Je suis inspecteur de l'enseignement élémentaire en service à la DEPRE, direction de la planification et de la réforme de l'éducation au niveau du Sénégal. Donc, j'étais chargé de coordonner les activités liées à la mise en œuvre de l'appel à proposition dans le cadre du KIX. Donc, nous vous remercions en tout cas d'avoir donné l'opportunité de participer à ces formations très intéressantes. Bien vrai que des fois, il y a des problèmes de connexion ou bien qui font que c'est pas toujours, on ne suit pas de manière régulière, mais en tout cas, c'est très intéressant. Ce qu'il faut dire par rapport à la remédiation, moi, je pense que on peut ne pas dire qu'au Sénégal, que, en fait, c'est déjà ancré dans les pratiques pédagogiques. Donc, c'est déjà mis à l'échelle, en tout cas au niveau de l'élémentaire et du préscolaire. Pour rappel, depuis 2009, on a eu à enclencher le processus de généralisation du curriculum de l'éducation de base, du CEB. Et ça a permis de mettre à niveau progressivement les enseignants qui devaient gérer ces classes-là. Et la généralisation démarrée en 2009, le processus a été bouclé en 2013. Donc, depuis 2013, on peut dire que toutes les classes de l'élémentaire, du préscolaire, ils ont en tout cas mettre en œuvre le curriculum de l'éducation de base. Et dans les stratégies, c'est très clair, comme monsieur le collègue vient de le dire, c'est à peu près la même stratégie pour remédiation. Donc, il faut évaluer, identifier les besoins et essayer de mettre en place des groupes de besoins et prendre en charge les enfants selon leurs besoins spécifiques. Donc, pour moi, pour le Sénégal, on peut dire que en tout cas, c'est une pratique qui est quotidienne, qui est inscrite à jamais dans les activités d'enseignement-apprentissage des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire. Il y en a également pour le moyen secondaire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus formalisé au niveau de l'élémentaire. Et on a eu l'occasion, grâce à la mise en œuvre de certains projets et à notre participation à certaines évaluations avec des tests EGRA qui permettent de déterminer les niveaux des élèves en première année d'études pour la lecture et EGMA également. Pour ces tests, le système s'est un peu bonifié de l'expérience à travers certains projets comme le programme Lecture pour tous, qui a permis en tout cas de mettre à niveau les différents acteurs pour que ces pratiques-là soient encore inscrites dans les... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, voilà, donc c'est pour dire que, pour me résumer, donc c'est ancré dans les pratiques pédagogiques, en tout cas des enseignants apprentissages, donc, et à travers le guide qui sert en tout cas que les enseignants utilisent, la stratégie est bien définie. Maintenant, avec les projets, donc, il y a le bonus que nous avons, c'est maintenant
désormais d'amener les enfants, les enseignants à utiliser les tests EGRA et EGMA pour les mathématiques, EGRA pour la lecture, pour pouvoir maintenant organiser des séances de remédiation. Et je crois que c'est ce que je voulais dire par rapport à cette question-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diao. Rapidement, une petite question. Et je vois que cette stratégie de remédiation et de mesures correctives est une réalité finalement dans bon nombre de nos pays partenaires. Mais dans ce processus, quel rôle jouent finalement les communautés, les parents d'élèves et d'autres acteurs pour la réussite de cette pratique, de cette approche? Voilà, pour ça aussi, je pense qu'il y a les partenaires, surtout les parents d'élèves, les membres de la communauté qui sont représentés par ce qu'on appelle le CGE, le comité de gestion d'école, où il y a différents représentants. Il y a les parents d'élèves, il y a les associations de mères d'élèves, il y a les autorités, etc. Tous les porteurs, les leaders d'opinion qui intègrent ces structures, ces organes de gestion. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que il est prévu maintenant des moments de partage. Par exemple, après les évaluations, il y a un partage qui est prévu avec la communauté, où on fait, en tout cas, on présente les résultats sont présentés et on donne à la communauté la possibilité de se prononcer sur les élèves, sur les résultats des élèves, mais aussi par rapport aux facteurs, différents facteurs. Donc ça, c'est des tables de concertation qui souvent débouchent sur, en tout cas, un meilleur partenariat, une étroite relation entre l'école et la communauté, qui font que maintenant ces parents-là, ils sont plus orientés pour suivre ces enfants. Maintenant, dans le cadre de la mise en œuvre des projets, il y a ce qu'on appelle les assistants communautaires. Ça aussi, on a eu à vivre ça dans le cadre de la mise en œuvre du PACEP, qui est le programme, le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base, où les écoles ont eu à contractualiser avec des membres de la communauté, des jeunes un peu diplômés, qu'on appelle en tout cas les assistants communautaires, et qui, de manière bénévole, prennent les enfants pendant les après-midi pour, en tout cas, les renforcer. Et on a vu que ça a été vraiment, ça a fait tache d'huile et ça a permis d'améliorer la qualité au niveau pour ces enfants. Dans le cadre toujours de la mise en œuvre des programmes, comme aussi le programme, j'ai parlé tout à l'heure du programme Lecture pour tous, où il y a un volet dimension engagement parental qui joue un rôle très important. Avec même, ils sont allés jusqu'à concevoir des outils qu'on appelle outils école-maison, où il est donné la latitude à l'enseignant à travers une fiche, de pouvoir communiquer avec la famille sur les performances des élèves, de ces enfants en lecture. Et même ces outils-là, c'est des outils inclusifs qui prennent même en charge les parents qui n'ont pas, en tout cas, qui ne sont pas alphabétisés. Et par le moyen de code couleur, on a mené le parent à distinguer effectivement les performances, les faiblesses de leurs enfants pour pouvoir les suivre. Ça, c'est entre autres expériences, c'est ce qu'on a pu mettre pour dire que les parents sont impliqués dans le dispositif. Et je crois que l'inspecteur Moussa Ndiaye qui est là aussi pour nous donner l'exemple de la direction de l'enseignement élémentaire, si ce n'est pas encore fait, qui a mis en œuvre un dispositif de remédiation très, très, très intéressant qui a été mis en œuvre dans les écoles. Aussi, je pense que ça, c'est des expériences qu'on peut partager. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Diao. C'était important de vous entendre par rapport à cette dimension. Je ne vais pas être trop longue. Je vais donner, I want to give the floor to Marianne to see if our KICS Africa 19 partners want to share their experience. Marianne, please go ahead. So, nous reviendrons vers nos pays francophones. Je vois des mains levées, Monsieur Bizot et Monsieur Olivier, il me semble. Thank you very much, Marianne. I give the floor to you. Thank you, Mimuna. I hope you can all hear me. Great, thank you so much. It was so great to hear from the speakers from the KICS Africa 21 region. So I would invite some speakers from our region, from KICS Africa 19 countries to speak. These would be countries that are Anglophone speaking countries in Western, Eastern, and Southern Africa. So if anybody would like to share one of your experiences or maybe a challenge that you've faced or seen happening
in your countries when it comes to scaling impact, please do share. If we don't have any hands raised, I have a request that maybe we can hear from Ruben Gresham. Ruben is the Director of Secondary Education in Malawi. Ruben, I have not asked you previously to share, except for in the chat box today, but if you're able to hear me, I know that you're here. I know that you have contacted us recently describing some scaling initiatives that are happening in Malawi, in your country. So if I can be so bold as to invite you to share some of your initiatives, that'd be wonderful if we could hear from you, Ruben, Mr. Ruben Gresham. If we don't hear from Ruben, then I would invite anybody to just raise their hand and come in. So I don't know if you can hear me, Ruben Gresham from Malawi, but I see that you're here today. Would you be able to speak just a little bit, maybe just a moment about the education, the scaling initiatives happening in Malawi? So Gresham, I'm not sure if you can hear me, but I think he's not able to come in at this time. So I see that there's a comment from Keva. Yes, please go ahead. Yes, I'm around. I got the last part, thank you. But the system failed to make the interpretation to English. But the last part, which was in English, I was able to understand it. In fact, in our country, Malawi, we are having, of course, most of those interventions and innovations. And is it true that much of it is done by the donor partners? So it's high time that at least we have to think of the ways in budgeting so that we need at least to take part in that one, because much of it is done by the donor partners. As I said last time, we are having the digitization, which is being supported by ECOWAS project, and we are also having the radio program that is for Minister of Education, and we are also to establish a radio in Malawi solely for education, and this one is to be supported by UNICEF. I think much of it I'll say later on. Thank you, over and out. Thank you, Ruben, for giving us that. Ruben, I'm wondering if you have started to see any type of impact from or effect of any of these programs, and what you think may be the challenges in scaling them. Of course, we are having the impact. The only challenge is the network problem, because some of the areas in Malawi are in typical rural areas whereby network is, and most of the internet areas need the network. Example, if you are to travel or if you come to Malawi, you may also see that some of the areas such as the typical north, such as the part of Chitipa, you also go to some of the part of Lilongwe where you may be in a problem to find even the network to make a phone call. So it's a challenge which is which is making the scaling impact to progress. Thank you. Thank you, Ruben, for sharing, and at short notice too. I'm wondering for my KICS Africa 19 participants who are here today, if any of them would like to come in now in this open discussion and comment on anything that they have learned over the past 3 sessions, or the past 2, or even just today, depending on how many that you've attended. So that's the question: is that what are you learning? What are you taking away from these sessions?
And also, if any of you would like to comment on the use of the institutionalization tracker, I'd be really interested to hear what your thoughts are on that. As you know, this is a tool that was shared by the Brookings Institution, and it is a way for governments to measure and assess how, at what point and they are at in institutionalizing initiatives in their country and how they can do so more effectively. And as we know, initiatives are fine on paper, but they need a lot of work to become, to exist in reality and to exist on a nationwide level. A lot of thinking has to go into it. So I'm wondering, again, the question goes back to you all, the participants, if you would like to comment on the potential use of the institutionalization tracker, what you see might be the use for it, if you think that it's something that you can see yourself referring to in the future. And if so, then great. If not, then why not? And we'd like to hear about that. So either that, or if you would comment on something that you've learned today, last time, or all 3 sessions. Question goes back to you. We're looking for anyone to comment now. Hello, let me come in. At least the environment is a bit quiet late. Thank you very much. I think the 3 sessions were very insightful, although I joined in very late at the the latter part of the 4th session was not very clear because I logged out completely. But I think this is a very good initiative, and then the partnership bit of it, I like it, and then also the talk method, the data collection aspect of it, and everything about the Kickstop is very interesting. My only problem or concern is I'm a civil society organization advocating for education, but it's like the Gambia, I don't know what's happening, but there are a lot of interventions that are going on. Some are actually being scaled up, but actually I would have loved to get the country to say something, and then we would actually validate or point out some of the issues that would need for the working on as a civil society organization. So, but by and large, the sessions were very interesting and they were very, very educative. I learned a lot from this session. So thank you. Over. Thank you, Keba, for sharing that. It's great to hear from you too. Keba has asked in the chat box if it's possible to get the tools, the remediation pedagogical tools from Senegal and Niger. So I'm wondering if that's possible. Maybe the speakers from these countries could comment. Maybe if they're willing to share these resources, how they can do so. Maybe if there's a way to share maybe an email in the chat box as to where we can find more information on this. Perhaps Mimuna, maybe you can take the lead on that. If there's a way to get the tools from the speakers from Senegal and Niger, and then we can share them with our participants. Thank you very much, Mariam. Thank you very much, Mariam. Yes, I think we can share this. And anyway, we'll have the video of the session, so we'll. Please, if you allow, let me give the floor to Monsieur Bizot. He wanted to share, I think, an experience. I don't know if he's still here. Monsieur Bizot, vous êtes encore là? Alors oui, je suis là. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour, maman. Ok, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Merci. Ok, merci. Non, c'était pour un peu appuyer ce que Issa Bachir venait de dire par rapport à l'expérience du Niger. Et en plus, c'est un peu rebondir surtout sur la question, parce qu'il y a une question qui a été posée par rapport à l'apport de la communauté. Moi, j'aimerais partager à ce niveau une expérience que j'ai trouvée très salutaire au niveau d'un comité de gestion des établissements scolaires où participent tous les membres de la communauté, notamment les parents d'élèves, les enseignants, tels que cités par les prédécesseurs, quoi. À ce niveau, on a procédé à une évaluation d'abord au niveau du cycle, notamment les collèges et les lycées. Ça, c'était la contribution
des parents d'élèves à travers donc ce comité de gestion qui est une structure d'épaulement, d'appui au système éducatif. À ce niveau, on avait procédé donc à une évaluation de la 6e jusqu'au niveau de la terminale. Et on avait fait en sorte qu'on ait des élèves qui ont un souci d'apprentissage pour peaufiner un programme de remédiation. Les parents ont contribué puisque à ce niveau, on a pris en charge. Moi, j'ai eu la chance d'être parmi les membres du comité de ces établissements-là. Donc, on avait pris en charge les enseignants qui sont censés faire des cours de remédiation au moment donc, des heures, puisque des heures supplémentaires. Et nous avons fait en sorte que tous les enfants puissent bénéficier de manuels pour un souci d'équité, parce qu'il faut le reconnaître le plus souvent. Si au public, on peut ne pas recentrer, par exemple, ces soucis d'équité au niveau des privés, la question peut rejaillir parce que certains parents ne peuvent pas prendre en charge non seulement la scolarité qui est un peu élevée, mais aussi encore la remédiation. Parce qu'on avait constaté le plus souvent au niveau des établissements privés, les enseignants ou l'administration même, les enseignants profitent pour fixer des prix par rapport par enfant. Et quand on a fait la situation, on constate que le prix que les parents vont payer pour un souci de remédiation de leurs enfants avoisine même les frais de scolarité de l'année qu'ils paient au niveau de ces écoles privées. Or, on s'était dit, en ce temps-là, ça devient vraiment une sorte, en tout cas, d'exploitation. Et nous sommes organisés en tant que comité de gestion, on a pris en charge ces volets. Et l'avantage que cela a eu, c'est que tous les enfants qui ont un souci de remédiation ont pu être pris en charge. Il n'y a pas, celui-là n'a pas les moyens, ou bien celui-là, son papa n'a pas cotisé. Parce que ce que font les enseignants, c'est que là, c'est une partie d'élèves qui peut assister, dont les parents ont accepté de contribuer pour cette remédiation-là. Donc, vraiment, c'était promoteur par rapport à cette participation au niveau de la communauté. Maintenant, sur les aspects, on avait parlé d'évaluation. Moi, j'aimerais peut-être juste un peu parler sur un aspect dont on parle peu, ou peut-être, puisque je n'ai pas suivi les 2 premières sessions, c'est au niveau de l'évaluation qui peut relever 2 sortes de besoins, normalement, notamment au niveau des élèves, mais aussi au niveau des enseignants. Puisque le plus souvent, on a tendance à incriminer les enfants peut-être en termes de, ou disons, à mettre l'accent sur les élèves pour les soucis de remédiation. Mais il y a le côté enseignant qu'on oublie, parce que le plus souvent, quelqu'un avait parlé de l'introduction des langues nationales au niveau de l'enseignement. Les enseignants, pour la plus grande part, éprouvent des difficultés à ce niveau. Donc, la remédiation, l'avantage de ces évaluations peut permettre de comprendre non seulement les besoins à remédiation des enseignants, mais aussi des élèves, mais aussi des enseignants. Donc, c'était un peu pour cette expérience. Maintenant, par rapport à l'impact, puisque j'ai entendu parler, il y a une dame qui a parlé, notre collègue, je crois, de Cameroun, qui avait parlé, puisqu'elle est inspectrice, est-ce que l'évaluation d'impact vont le faire en fin d'année? Je pense, si on avait, à partir donc de ce que nous dressons par rapport à nos objectifs, on peut aller, on a des indicateurs qui peuvent nous aider à partir peut-être d'un temps record, peut-être 2 mois, 3 mois, voir est-ce que réellement les besoins en apprentissage, en fonction des objectifs que nous avons fixés, est-ce que les indicateurs peuvent être atteints ou pas? En ce temps-là, on peut ne pas prendre assez de temps jusqu'à aller vers l'impact et voir peut-être on est en train de naviguer à vue. Donc, pour moi, je pense à un moment, l'évaluation, elle peut être comme celle qui a fait l'exposé, l'a si bien dit, elle peut être en début, en milieu ou à la fin. En début, parce qu'on peut en cela savoir les besoins réels et en apprentissage. En milieu, pour voir où on va, s'il y a un souci de remédier ou pas. Et à la fin, ça, c'est la mesure d'impact qui peut nous permettre de voir est-ce que réellement, c'est pour les objectifs pour lesquels nous sommes assignés ont été atteints. S'il n'y a pas lieu, qu'est-ce qu'il y a lieu de changer? Est-ce que c'est au niveau des apprentissages? Est-ce que c'est au niveau du curriculum et autres? Vraiment, c'était juste pour un peu apporter cette petite contribution que j'ai tenu à participer. Mais malheureusement, j'ai raté les 2 premières sessions pour un souci de fois de connexion. Et je félicite vraiment tous ceux qui ont participé à cette partie, puisque ça nous a vraiment renforcés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bizot, pour ce complément d'information. Effectivement, c'est ce qui est recherché, partant d'une expérience, en tout cas d'une approche ou d'une initiative de l'État, et comment impliquer les différentes parties prenantes par la suite à cette expérience pour aller aussi vers la mise à l'échelle et vers une réussite de l'amélioration des apprentissages.
Et ça, c'est intéressant. En tout cas, l'expérience du Niger que vous venez de partager est extrêmement importante. Je voudrais passer la parole à Monsieur Oliver rapidement. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps. Si d'autres pays veulent prendre la parole, je vois le Togo également. Et puis peut-être Molly, I don't know if we can, time is running. We can give the floor to Togo and Oliver. Monsieur Oliver, je vous en prie, je vois cette main levée depuis un moment. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Olivier Tanque. Je suis chargé des programmes du CEFAN. Le CEFAN, c'est la société civile de l'éducation au Cameroun, la coalition des organisations de la société civile. Et nous sommes également membres de l'équipe nationale KISS Afrique 21 au Cameroun. Donc, je tiens déjà à dire merci pour ces 3 sessions. La thématique vraiment a attiré notre attention, notamment avec cette logique de partage des innovations et de mise à l'échelle des innovations. Ça a attiré notre attention pour au moins une raison. La raison principale, c'est que nous avons été invités au moins 2 fois dans les réunions du projet Paris au Cameroun. Le projet Paris, c'est le projet d'adaptation, de résilience et d'innovation pédagogique en contexte de crise à l'ère du numérique. Donc, pendant ces deux réunions, il nous a été demandé de proposer les contributions, dans quelle mesure la société civile peut apporter sa contribution pour la mise en œuvre du projet et une stratégie efficace de mise à l'échelle des innovations générées par ce projet. Donc, c'est la raison principale qui a attiré notre attention. Mais moi, ma préoccupation, c'est au moins sur 2 points. Le premier point, c'est au niveau de la différence fondamentale entre les concepts mis à l'échelle, institutionnalisation et plaidoyer. Parce que nous autres, nous faisons essentiellement du plaidoyer. Et lorsque j'ai vu le but du projet, en fait, l'un des objectifs qui était de mettre à l'échelle les innovations du projet Paris, notamment le document de politique nationale de formation initiale et continue que le projet souhaite rééditer. Je me suis demandé, mais quelle différence fondamentale entre mise à l'échelle et plaidoyer? Ça, c'était la première préoccupation. Et la deuxième, en termes de proposer une stratégie efficace, et ça, la deuxième session, j'avais déjà posé cette question dans le chat. Bon, c'est vrai que j'ai accusé du retard pour me connecter pour les problèmes de connexion, parce que j'aurais souhaité, à travers l'expérience de la Côte d'Ivoire, à travers le projet, je crois le projet REC, que j'ai suivi avec beaucoup d'intention, savoir ce que le REC, le projet de la Côte d'Ivoire, a effectivement mis à l'échelle et quels résultats on a obtenus. Est-ce que la mise à l'échelle a été obtenue? Est-ce que ce qu'ils ont proposé a été effectivement institutionnalisé? Si oui, comment ils ont fait de façon succincte pour que le résultat soit effectivement obtenu? Et peut-être nous dire un peu quel rôle a joué la société civile pour obtenir ce résultat. Telles étaient mes 2 grandes préoccupations pour davantage comprendre ou alors apporter ma contribution par rapport à ces sessions. Et je profite pour dire merci pour tous les outils qui ont été partagés. Nous allons les exploiter et s'il y a des obstacles pour les utilisations, je pense par exemple à l'institutionnalisation tracker et autres outils, nous n'allons pas hésiter de revenir vers vous. Donc, c'était là mes 2 préoccupations et ma modeste contribution. Merci. OK. Merci beaucoup, Monsieur Oliver. Merci. Maybe Molly, this is a question for the trainers. What's the difference between advocacy and scaling up? Maybe you can give the floor to one of the trainers to answer to this question.
Sure. I'm not sure if Marianne is still on the call because it looks like maybe not. I'm not sure if anyone is still on the call who wants to speak on behalf of this question for Taro Africa. Or Karina, if you have any thoughts on this question. I think we might say that advocacy is a component of institutionalization, but just one of the components. Je vais peut-être interpeller le professeur Niane aussi qui pourrait apporter un complément d'information par rapport à ça, en tout cas des éléments de réponse. Mais professeur Niane, vous êtes ici? Oui, je suis là. Très bien, je Allô? vous en prie. Après Karine, après Madame Karine, je vous en prie. Après Madame Karine, on va prendre la parole. Oui, d'accord. Madame Karine, vous pouvez prendre la parole. Très bien. Je pense que la question, si je l'ai bien compris, c'était de comprendre la différence entre le plaidoyer et la mise à échelle, c'est ça? Donc, la mise à échelle, c'est vraiment ce processus par lequel une innovation, dans le domaine d'éducation typiquement, va passer de ces phases les plus précoces, la phase idée, jusqu'à la mise à échelle, on va dire au niveau national. Notamment, on a tout à l'heure parlé de programmes de rémédiation, donc qui vont commencer à une phase idée, à une mise en place à une échelle plus restreinte de pilotes, et au fur et à mesure, on va monter en puissance jusqu'à ce que l'intervention, par exemple, touche toutes les écoles du pays. Donc, je pense que ces jours de discussion, ces semaines-là nous ont permis de comprendre comment, par quelle approche institutionnaliser justement la mise à échelle et particulièrement aujourd'hui, on a longuement parlé de ces questions de comment les données, les évidences peuvent soutenir la mise à échelle et comment arriver à une institutionnalisation de l'utilisation des données pour la mise à échelle. L'activité de plaidoyer, comme l'a dit Molly tantôt, est une composante de tous les efforts d'institutionnalisation dans la mise à échelle ou pour la mise à échelle. Donc, je pense que c'est vraiment ce processus qui nous guide depuis l'idée, la phase d'innovation, jusqu'à ce qu'elle touche en fait un pays de façon générale. Mais je pense que vous pourrez aussi avoir accès aux enregistrements des 2 autres journées pour mieux vous plonger dans tout ce que ça revêt comme composante. Merci beaucoup, Karine, pour ces éclaircissements. Merci. Professeur Niane, maybe then after Molly, I'll give you the floor because, as I said, time is running. Professeur Niane, je vous en prie. Oui, merci. Bon, pour aller vite, parce qu'on n'a pas le temps, mais je pense que le plaidoyer est un élément de facilitation de la mise à l'échelle ou de l'institutionnalisation, parce qu'avec le plaidoyer, on justifie les biens fondés de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on veut porter à l'échelle, mais aussi convaincre les autres pour adhérer à cette institutionnalisation. Donc, c'est un élément, comme on l'a dit, ça fait partie du package pour pouvoir aller vers l'institutionnalisation, la mise à l'échelle. C'est un élément de facilitation. C'est une condition si on ne fait pas le plaidoyer aussi bien au niveau du gouvernement que des autres parties prenantes, ce sera très difficile d'aboutir à l'institutionnalisation. Voilà ce que je pourrais apporter comme petite contribution. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Molly, I give you the floor. Go ahead, please. Thank you. Well, I know we're out of time, and I'm not sure if Maimouna, you or Marianne have anything else to add, but I'll just conclude very briefly by saying thank you so much to all of you for participating, for engaging so in depth with us on these questions, and for sharing your own experiences. We really appreciate it, and we felt like this was also very much a learning opportunity for us. We would hope to have your feedback if possible, because we want to learn how to do these events even better. And we'd also like to see if there are opportunities to continue to engage with you in the future, and perhaps
write a short blog together or something like that. So we would please kindly request that you look in the chat where there's a link to a survey, and if you could just take 2 minutes to fill that out, that would be really great. We'd very much appreciate it. We will of course follow up with you all by sharing the recordings from the sessions, the slides, these tools, as well as our contact information if you'd like to discuss any of these topics in more depth. So I'll finish by saying thank you so much to everyone, and I'll turn the floor back over to our two hubs for the final word. Molly, please. Molly, I just wanted sorry, to go add ahead, something. Maimouna. Pardon. Marian, go ahead, then I'll speak after you. I just want to thank Molly, and I want to thank Maya both from the Brookings Institution and our wonderful, fabulous speakers today, last week, the week before that, for all that you've brought to the learning series. It's really been a rich experience, and you can see from the strength of today's discussion, there's so much more to say about this topic. I just want to get at the heart of all of this, that when we think about scaling, it sounds very technical, and it is really, but at the root of it is the need to make sure that more children have access to innovations that work, and that we bring that to more people. So just at the root of it, it's all about the impact. And what is the impact? The impact is better learning outcomes and better future possibilities for children. That's it. That's it. Everything else is just technique, and how we do it then needs to be rooted in that fact. So I just want to bring it back to that, because it can sound very, very technical, and it really is, but it all boils down to that core aspect. And thank you so much again to the Brookings Institution and to the Jacobs Foundation, and to all the wonderful speakers from the organizations that we've been privileged to hear from in the past couple of weeks. Thank you very much. I'll just pass it over to you, Maimouna. Merci beaucoup, Marianne. Thank you very much. Tout d'abord, permettez-moi de remercier tous nos collègues des équipes de coordination nationale qui se sont joints à nous pour ces différentes sessions de formation sur la mise à l'échelle. Et comme je disais, à travers nos différentes correspondances, cette formation est très importante et s'inscrit bien entendu dans la logique des activités que nous menons sur le terrain dans nos différents pays partenaires. Nous sommes actuellement dans une phase d'identification des innovations, et certaines sont porteuses de changements qualitatifs dans l'éducation et seront sans doute mises à l'échelle. Et je pense que ces 3 sessions vous ont permis de bénéficier, n'est-ce pas, de riches expériences sur la problématique, d'approfondir également la réflexion sur la question de la manière, en tout cas des éléments à avoir une vision, des éléments de manière à avoir justement une vision intéressante qui finalement prend en compte toutes les parties prenantes de l'éducation, les opportunités de financement également, mais aussi la question des données factuelles. Et au regard de ces échanges très riches et pertinents, je pense qu'il serait nécessaire de poursuivre cette collaboration, comme Molly l'a évoqué, avec Brookings. Pourquoi pas sur cette question. Nous allons étudier en tout cas les chantiers sur lesquels nous pourrons nous pencher avec votre concours et qui répondent bien entendu à vos besoins. Et voilà, donc des perspectives qui se dessinent pour la suite. Et nous vous reviendrons bientôt. Et enfin, pour finir, je salue encore une fois cette excellente collaboration avec Brookings Institute, avec Jacob Foundation et notre hub sœur, bien sûr, Africa 19. Et nous allons poursuivre l'aventure ensemble pour contribuer, bien entendu, efficacement à améliorer nos politiques publiques d'éducation. Je vous remercie. Thank you very much. Molly, up to you. No, that's all. Thank you so much for joining us, and everyone have a lovely day. Yes, good day.